Bonjour à toutes et tous. Je vous propose de commencer comme il est 13h05 et puis les autres personnes se connecteront au fur et à mesure. Donc, Guillaume Bénard, donc en charge de la filière viticulture à la Chambre régionale agriculture Centre Val de Loire. Bienvenue dans cette série de webinaires sur la gestion de la ressource en eau à la vigne. Cette série de webinaires, elle s'inscrit dans le cadre du dispositif Cap Filière Viticulture que nous avons en région Centre Val de Loire. Pour rappel, on a 3 webinaires dans la semaine. Le premier a eu lieu lundi dernier sur la partie réglementation sur l'eau. Aujourd'hui, on est sur la partie diversification de la ressource et demain, le troisième webinaire sera sur les outils de gestion liés à l'agronomie. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, on va se concentrer sur la diversification de la ressource à la vigne avec la présentation par Manon Tonnet, donc, qui est conseillère viticulture en Indre-et-Loire dans le service commun viticulture-œnologie Centre-Val de Loire, qui va nous présenter le partenariat européen pour l'innovation Recyclovignes, qui a commencé en fin d'année 2024 pour une période de 3 ans et qui vise à étudier du coup la faisabilité de l'utilisation des eaux non conventionnelles dans la filière, c'est-à-dire les eaux viticoles et les eaux pluviales. Euh, Tous vos micros et caméras sont coupés par défaut. L'idée, c'est que vous puissiez poser vos questions au fil de l'eau dans la boîte de chat que vous avez sur votre tableau de bord. On répondra bien sûr à toutes vos questions après la présentation de Manon. Et si on n'est pas très nombreux, là, comme tout à l'heure au moment des questions, on pourra ouvrir les micros, ça sera peut-être plus simple. Merci. Et bah, du coup, Manon, je te laisse la main pour la présentation. Oui, bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Manon Tonnet. Je pense que je connais la majorité des personnes présentes. Je suis conseillère viticole à la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire depuis 2020 maintenant. Et en 2022, avec l'aide de Guillaume, on a commencé à monter le PEI Recyclovignes suite à l'impact du changement climatique et dans la lignée des travaux des projets Climat-Vie anciennement portés. Euh, du coup, juste si on repart un peu on est parti en fait de base des constats du GIEC, donc à savoir qu'on aura une pluviométrie annuelle environ de 700 mm par an, un petit peu moins, 690. Cette pluviométrie, elle va pas bouger. En revanche, c'est la répartition de l'eau qui va changer. Euh, Avec les intensifications des phénomènes climatiques, on va avoir une augmentation des températures. Cette augmentation des températures, elle va favoriser l'évaporation et la transpiration. Donc, c'est ce qu'on voit sur notre schéma. Normalement, je dois avoir un pointeur laser. Donc, l'évaporation principalement des mers, des océans, des lacs, enfin de toutes les étendues d'eau, la transpiration des végétaux. Et cette transpiration-là va se condenser dans les nuages. Les phénomènes de vent vont emmener ces nuages et donc on va avoir une intensification des phénomènes d'inondation sur certains secteurs. Et à contrario, de l'autre côté, on va avoir plutôt des phénomènes de sécheresse qui vont s'intensifier et avec des inversions en fonction des années. Donc c'est beaucoup moins facile d'expliquer comment va se conduire la ressource en eau liée au changement climatique, par exemple, que de dire on va avoir une augmentation des températures beaucoup plus fiable comme information à décrire. Ça va aussi avoir un autre impact, ça va être la baisse du niveau des nappes phréatiques, la diminution des débits d'étiage des cours d'eau et la concurrence hydrique des plantes. Au-delà des phénomènes inondation, sécheresse qu'on va avoir, on va possiblement avoir un changement sur la répartition de la quantité d'eau à un instant T. Euh, je développe un peu. Avant, on pouvait avoir 5, 6, 7 mm tous les 2-3 jours, ce qui permettait d'être redistribué aux plantes et d'aller un petit peu dans les sols. Maintenant, on va peut-être avoir 60 mm en un mois, mais qui vont tomber en une heure au lieu de tomber par à-coup. Et donc ça, en fait, les plantes et les sols ne sont pas capables de les mettre, enfin d'utiliser toute cette eau. En fait, les trois quarts vont être ensuite réévaporés directement dans les nuages. Et on va avoir un autre phénomène, c'est-à-dire que tout le monde va être en concurrence sur cette eau-là, là où avant on avait une répartition pour l'eau assez forte entre les végétaux. Euh, donc,
En 2022, on a commencé à travailler là-dessus. 2022, ça a été la première année où sur la métropole, en tout cas une grande majorité de la métropole, parce que Sud-Est, peut-être que ça c'était déjà le cas chez eux, on a commencé à avoir des restrictions sur l'eau. Et s'il n'y a plus d'eau, on va avoir un souci en viticulture. L'eau est en effet une ressource indispensable à la pérennité des vignobles. En viticulture, on en a besoin notamment pour l'irrigation des plantiers et des complants. On peut ajouter en plus que le vignoble de la région centre, c'est des vignobles assez vieillissants, on va avoir besoin de renouveler, donc beaucoup de complantation ou beaucoup de nouvelles plantations en tout cas, et ça nécessite de l'eau. On a aussi également besoin d'eau pour les traitements à la vigne ou la fertilisation foliaire, par exemple. Et puis, on va en avoir besoin pour le nettoyage du matériel viticole. Si on a des restrictions sur l'eau à l'échelle de la métropole, il va falloir prioriser les accès sur les périodes de forte sécheresse. L'accès à l'eau, elle va aller préférentiellement aux riverains et aux cultures qui ont qui sont nourricières, vivrières. Donc le maraîchage, la grande culture, l'arboriculture. En revanche, les filières telles que la viticulture ou l'horticulture vont voir leur accès à l'eau restreinte. Du coup, l'objectif, c'était vraiment que la filière viticole soit proactive là-dedans, dans une démarche de responsabilité sociétale en lien avec les objectifs issus des plans filières. De tout ça est sortie une grosse problématique, à savoir comment développer le recours aux eaux non conventionnelles, c'est-à-dire aux eaux qui ne viennent pas du réseau d'eau, pour faire face à la raréfaction de la ressource en eau et diminuer la sollicitation sur le réseau. Donc ça, c'était vraiment les constats de départ. Et à la suite de ça, on a décidé de monter un questionnaire qui a été envoyé à l'ensemble des professionnels de la filière viticole de la région, Centre-Val de Loire. Et à partir des réponses qu'on a eues, on a pu extraire on a pu faire ce schéma-là. Donc, on s'est basé sur une exploitation moyenne qui a à peu près 28 hectares suite aux réponses au questionnaire. Ça ne veut pas dire que c'est la ferme type viticole de la région, mais voilà. Par rapport aux réponses qu'on a eues, c'était ça. C'est une ferme qui produit en moyenne 52 hectolitres par hectare et qui utilise 330 mètres cubes à l'année d'eau. À ça, 60% part pour des actions vinicoles et 40% part pour des actions viticoles. Nous, dans notre projet, on s'est vraiment focalisé que sur l'aspect viticole. En effet, il y a déjà des projets, notamment en région centre, qui existent sur la diminution de l'impact de la sollicitation d'eau sur le réseau sur l'aspect vinicole. Donc, on s'était vraiment porté que sur ces 40%-là. Et 40% de 330 mètres cubes, ça représente 132 mètres cubes. Ensuite, on a essayé de regarder sur quelles actions on a besoin ou sur quelles actions on peut récupérer de l'eau. Et tout ça, on l'a corrélé avec une temporalité. Donc, où est-ce qu'on peut récupérer de l'eau? C'est quand on nettoie les machines à vendanger, les caissettes à vendanger, quand on va nettoyer les bennes. Au moment de la mise en bouteille, l'eau de sortie de nettoyage, on peut la récupérer. Je reviendrai aux autres pluies juste après. Au moment des traitements phyto, la gestion des fonds de cuve, on va pouvoir récupérer de l'eau. Il y a eu quelques réponses là-dessus sur les nettoyages des outils de travaux du sol et de travaux en verre, enfin les rogneuses principalement, qui nécessitent un peu d'eau. Bon, là, c'est pas encore très démocratisé d'aller mettre de l'eau sur ces outils. Et puis, on va avoir besoin d'eau cette fois-ci pour l'arrosage des complants et les traitements phytosanitaires. Donc ça, c'est les actions qu'on a listées. À ça, on a rajouté les eaux de pluie. En effet, en viticulture, on a des chais, tous pourvus de toitures sur laquelle on peut récupérer une quantité d'eau. En reprenant le chiffre de 700 mm par an et via le questionnaire, on a pu identifier que la surface moyenne des toitures en réponse à ce questionnaire était de 850 mètres carrés. En y ajoutant un coefficient de perte, on pourrait aller jusqu'à récupérer 476 mètres cubes annuels. Donc, d'après ce schéma-là, on pourrait récupérer plus d'eau qu'on en aurait réellement besoin. Donc, si on en récupère 476 mètres cubes et qu'on n'en a besoin que de 132, on aurait même un excès d'eau, sans se baser même sur le reste. Petit bémol sur notre graphique, la mise en bouteille devrait être dans la partie jaune. En effet, dans la partie jaune, c'est ce qui va nécessiter vraiment qu'on utilise de l'eau du réseau, de l'eau propre. On reste sur un produit alimentaire. Donc là, on pourra juste récupérer les eaux sales, mais on ne pourra pas du tout utiliser des eaux non conventionnelles pour
pour nettoyer les bennes à vendanger, les machines à vendanger, les caissettes ou encore la mise en bouteille. En revanche, on peut récupérer l'eau de ces aspects-là et on a différencié les catégories des types d'eau qu'on va avoir en fonction de leur niveau de saleté. Est-ce qu'elles sont polluées par des effluents organiques? Est-ce qu'elles sont polluées par des effluents phytosanitaires? Ou est-ce qu'ils sont pollués par de l'huile, de la terre, des choses comme ça? Ça avait un impact parce que les systèmes de retraitement que l'on va choisir suite à cette pollution voilà, il faut choisir un système de retraitement en lien avec ce type de pollution. Donc, par exemple, tout ce qui va être en lien avec le raisin, c'est une pollution organique. Les eaux de pluie sur les toitures sont traitées à l'antimousse, ainsi que les gestions de fond de cuve, on est plutôt sur une eau sale qui a été en contact avec des produits phytosanitaires. Donc, uniquement pour l'eau de pluie, si elle est en contact avec une toiture traitée à l'antimousse. Et puis, le nettoyage des tracteurs, généralement, on peut avoir des résidus d'huile et de terre dessus, donc pas grand-chose. Là, c'est juste de la filtration. Toutes ces eaux-là, on les récupérerait, on les réutiliserait donc toujours pour les traitements phyto, on pourrait récupérer cette eau pour nettoyer les outils de dehors, mais on pourrait aussi les réutiliser pour l'arrosage des complants. Donc, c'est ce qu'on disait juste avant, on va en avoir de plus en plus. Sur des années comme 2025, on est à 2 à 3 arrosages à 2 à 3 litres par plant, ce qui est non négligeable, mais ça peut aller beaucoup plus haut, comme en 2022, où certains vignerons nous ont dit qu'ils avaient arrosé plus de 8 fois leur plantation. Et on va aussi pouvoir retraiter derrière. Donc tout ça, ça va faire un retour au milieu naturel. Le but de Recyclovine, c'est non pas de faire de la séquestration de l'eau. C'est vraiment que le cycle de l'eau continue à se faire tout au long de l'année. Donc voilà, l'objectif vraiment, c'était d'optimiser la ressource en eau pour la filière viticole dans un contexte de changement climatique à travers le levier du recyclage. Donc pour ça, on a commencé à travailler avec 3 domaines sur toute la région. Le domaine Jacquy-Marteau vers Pouillé, à Pouillé dans le Loir-et-Cher, qui est un domaine entre guillemets isolé, voilà, qui est un domaine tout seul qui ne produit que de la vigne. On va travailler avec le domaine Badillé à Cheillé en Indre-et-Loire qui produit de la vigne et des pommes. Donc, dans un second temps du projet, l'objectif, ça sera vraiment de voir si on a des surplus d'eau. Donc, c'est ce qu'on vous expliquait, qu'on a plus d'eau, qu'on pourrait potentiellement récupérer plus d'eau juste avec l'eau de pluie par rapport à la quantité d'eau dont on aurait besoin. Donc, voir est-ce que cette eau pourrait être remise sur de l'arboriculture. Alors, c'est avec des grands scies pour l'instant. Voilà, ce sera le but du projet d'étudier ça. Et on a un troisième domaine, le château de Sancerre, qui a une partie de ses locaux en plein centre-ville à Sancerre. Et donc, le but, ça sera vraiment aussi de voir l'impact de ce projet sur des domaines en zone urbanisée. Le projet, il va se réaliser en différentes actions. La première action, ça va être la qualification technique des sites pilotes. C'est ce qu'on a commencé à faire l'année dernière. L'objectif, c'est d'avoir un dimensionnement technique et économique de chacun des dispositifs. Le nombre de bâtiments qu'ils vont avoir, les surfaces et les types de toitures, est-ce que c'est traité à l'antimousse ou pas, quel type de matériel est présent sur l'exploitation. On va regarder comment ils utilisent déjà l'eau sur le domaine, donc cartographier les flux. On va faire une étude météorologique vraiment sur leur domaine, quelle quantité d'eau il tombe, parce que là on est parti sur le projet sur 700 mm, mais 700 mm c'est la station de Tours. Là nous on voudrait vraiment à leur échelle à chacun avoir une étude des précipitations notamment et de la quantité d'eau. Voilà, un bilan sur les utilisations de l'eau déjà faites sur le domaine. Et ça, tout ça, ça va être la base du projet. On fera évoluer cette cartographie des flux d'eau notamment tout au long du projet. La deuxième action, ça va être une analyse administrative et juridique. Donc là, l'objectif, ça va être de s'assurer que les process qu'on mettra en place sur chaque site démonstrateur soient en accord administrativement et réglementairement parlant. Donc, il faudra qu'on identifie chaque document et démarche à mettre en œuvre en lien avec le projet. Ensuite, on va créer des protocoles et installer les process. Donc voilà, il y aura 2 protocoles. Un protocole qui sera commun aux 3 sites et un protocole bien spécifique par site.
avec les spécificités de chacun. On aura une quatrième étape de collecte et d'analyse de données. Donc là, c'est vraiment, on va reprendre les protocoles de l'action 3 et on va regarder, on va faire des analyses d'eau sale, on va faire des analyses d'eau propre, on va regarder, on va suivre les volumes vraiment utilisés par le domaine, des volumes très précis pour que le schéma qu'on vous a montré il y a 2 diapos soit remis à jour avec des vraies valeurs et non plus des valeurs à dire de personnes. Donc, on a acheté pour ça des volucompteurs qu'on a placés chez les viticulteurs qui font des relevés réguliers en fonction de chaque action qu'ils font tout au long de l'année. Une analyse de l'impact des eaux traitées sur les outils viticoles. On utilise le peroxyde d'azote. Est-ce que le peroxyde d'azote, quand on utilise les eaux non conventionnelles, est toujours aussi efficace, par exemple? On évaluera l'analyse des pertes possibles en cas de forte pluie. Donc effectivement, sur les toitures, on ajoute à la quantité d'eau tombée dans l'année un coefficient de perte. En fait, est-ce que ce coefficient de perte est toujours vrai quand on a 60 mm qui tombent en 1 heure? Quelle est la quantité qu'on a réellement pu récupérer? Voilà, et puis il y aura toute une analyse de l'impact des fortes intempéries sur les systèmes de stockage, le fait qu'on puisse maintenant avoir des phénomènes de sécheresse, des gros phénomènes d'inondation, des variations de température énormes d'une année sur l'autre, etc. Donc tout ça, ça va être analysé. On analysera aussi la capacité à redistribuer des excédents d'eau au reste de la filière agricole. Donc, on a un domaine pour ça avec la pomme, mais le but, c'est aussi de voir est-ce que sur un des domaines qui est proche, par exemple, d'un marché ou tout simplement d'un autre vigneron, est-ce qu'on a la capacité d'aller donner cette eau à d'autres agriculteurs? Le but étant que la filière agricole, en règle générale, un jour trouve, trouve sa marge de manœuvre par rapport à l'eau. Voilà, et on fera une analyse d'impact sur les exploitations, une analyse économique principalement, donc ça, on en revient à ce qu'on a dit juste avant, avec la consolidation des coûts d'installation, une analyse d'impact aussi sur les risques que l'entreprise prend à installer ce genre de système, une analyse de cycle de vie et les impacts environnementaux. On fera à la toute fin, du coup, tout ça sera compilé pour être transféré à l'ensemble de la filière viticole. Le but, ça sera que vraiment chaque vigneron puisse s'approprier le sujet de l'eau et le développer sur son propre domaine et soit actif vraiment là-dessus. Soit tout seul, soit en communauté, soit en groupe, en CUMA, peu importe. Voilà. Ça sera vraiment que chacun puisse avoir des informations là-dedans. Donc, peut-être un guide, peut-être des colloques. Voilà. On est preneur d'informations sur le type de transfert attendu. En plus de tous ces travaux, on aura 2 travaux complémentaires. Un réalisé par le BRGM. Donc, on va avoir une analyse hydrogéologique des territoires, multifilière. Là, ce ne sera pas que le côté viticole, pour conseiller au mieux les entreprises agricoles sur un retour au milieu naturel des surplus. Et puis, on va avoir aussi, à côté du projet qu'on compte suivre, c'est une analyse sociétale, donc l'étude de l'acceptabilité de l'utilisation des eaux non conventionnelles auprès de plusieurs cibles. Les agriculteurs, d'une part, à l'heure actuelle, tout le monde n'est pas d'accord pour aller utiliser des eaux non conventionnelles. Les riverains, voilà, on partait de l'exemple des avocats, par exemple. Ça gêne personne de manger des avocats souvent irrigués à partir d'eau non conventionnelles, mais les riverains ne sont pas forcément au courant de ça. Et dès qu'on leur dit qu'en France, on va utiliser ces eaux non conventionnelles, la réponse est non, de la part des riverains souvent. Et puis la société civile, au sens large, vraiment, pas que ceux qui habitent à côté d'une zone agricole. Voilà, l'ensemble du projet, c'est pas que la Chambre d'agriculture, on a vraiment co-construit ce projet avec différents partenaires. Donc la région Centre qui nous finance et qui nous permet du coup de travailler là-dessus. Les VG Police Valley, avec qui on a travaillé dès le départ. Aquanova, qui est un pôle de compétitivité sur l'eau. IFV, le Vinopole et le BRGM. Donc tout ça, ce sont les partenaires du projet. Qui sera financé à hauteur de 125 000 € à peu près à venir. Voilà globalement sur le projet. Je ne sais pas si vous attendiez plus d'informations. Si Guillaume, tu veux rajouter des Alors, choses.
Oui, juste peut-être en complément, vous dire que ce projet-là, il a été aussi construit avec l'ensemble de la filière, hein, et donc partagé dans les différentes instances de la filière, notamment en conseil technique de bassin viticole, pour lequel il a été validé. L'idée étant pour la filière de ne pas être absente du débat sur la ressource en eau dans l'ensemble des débats du monde agricole, même si vous l'avez vu, la filière n'est pas une grosse consommatrice d'eau par rapport à d'autres filières. On a quand même quelques enjeux non négligeables pour notre filière et il ne faut pas qu'on soit absent du débat. D'où l'idée d'être proactif sur ce sujet-là et que l'ensemble des viticulteurs, comme Manon l'a exprimé, à la fin puissent se référer à un guide ou à un livre blanc ou en tout cas à une base de données et qu'ils puissent savoir ce qui est possible d'être fait techniquement, viable économiquement ou pas, sur son profil de domaine. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important de le redire que c'est soutenu par l'ensemble des instances de la filière. Alors, ce que je vous propose, comme on n'est pas très nombreux, si vous avez des questions, on va faire ça plus simplement. Donc, je vous propose de lever la main et puis du coup, j'ouvrirai votre micro directement sur le contenu du projet ou sur cette thématique du recyclage des eaux dans la filière, plus largement. Ah, oui, Isabelle, tu peux ouvrir ton micro. Tu peux ouvrir ton micro, Isabelle. Normalement, il faut que tu le... Voilà. Non, ça marche pas. Alors, euh, effectivement, les micros marchent pas. Alors du coup, je vous propose de faire par écrit. Alors, on a une première question. Quels seront les dispositifs de retraitement des eaux étudiés? Seront-ils individuels ou collectifs? Exemple, station d'épuration. Pour l'instant, on est plutôt parti sur des solutions individuelles à l'échelle des exploitations, vu qu'on a 3 sites pilotes. Après, l'objectif, il y a des stations d'épuration qui existent à échelle individuelle. On a commencé à en contacter certaines en fonction des projets qui existeront à la suite de Recyclovignes. Et encore, enfin, on va étudier énormément de paramètres au cours de Recyclovignes, donc peut-être que économiquement, ça se trouve, ce ne sera pas viable, donc il faudra revoir plus tard. Mais en tout cas, l'objectif, ce sera vraiment, enfin, nous, on le fait marcher de manière individuelle, mais si demain on est contacté pour nous dire, voilà, nous, on habite tous la même commune et on aimerait monter un projet collectif, ça s'entend, voire même c'est une très bonne chose. Je pense que le collectif, c'est ce qui fera avancer la filière beaucoup plus rapidement. Euh, et dans ce cas-là, oui, il faudra juste redimensionner la station d'épuration, mais pour l'instant, on n'a pas les dispositifs définis par exploitation pour le projet, non. Une seconde question, y a-t-il également une étude sur le recyclage des eaux au chai cette fois-ci et pas à la vigne comme ça vient d'être décrit dans Recyclovine? Recyclage des eaux au chai, euh, je crois pas, enfin si, mais pas en Centre Val-de-Loire. Pascal Poupeau, donc, est avec nous sur la visio. Si tu veux ajouter quelque chose, c'est plus sur, euh, voilà, c'était un petit fluo exactement. C'était pas sur le, je crois pas que ce soit sur le recyclage. C'est vraiment sur comment on utilise l'eau pour diminuer la quantité d'eau qu'on utilise sur le réseau.
C'est vraiment optimiser la quantité d'eau qu'on utilise. Par contre, je sais qu'il y a il y a des projets qui existent notamment dans le sud-est de la France, à Orange, avec des stations d'épuration ou des retraitements des eaux avec de l'UV en station d'épuration pour vraiment la réutiliser derrière. Voilà. Alors, du coup, Pascal, j'ai normalement activé ton micro. Je peux peut-être essayer si cette fois ça marche. Si toi tu l'actives. Voilà, Vous parfait. m'entendez? Oui, c'est bon. Oui. Oui, donc je confirme, hein, par rapport à le projet Optifluo, il y aura une synthèse à la recherche, je vous parle le 18 au matin, 18 décembre. Donc je vous exposerai un petit peu ce qu'on a fait. Oui, l'objectif, c'était d'essayer de recycler des fractions d'eau, principalement des fractions d'eau de rinçage, hein. Et voilà, je vous raconterai un petit peu ce qu'on a fait par la démarche du pincement eau, notamment. Donc on a réussi quand même à recycler des bonnes quantités d'eau, notamment sur des opérations de détartrage, donc des fractions d'eau qui provenaient et des opérations de détartrage et des opérations de mise en bouteille. On a réussi à coupler une semaine de mise en bouteille suivie de détartrage et on a récupéré des gros volumes qu'on a pu remettre dans des opérations de détartrage à un moment donné ou un autre, en sachant qu'on s'assurait d'un rinçage final à l'eau potable. Ça nous permettait ouais, parce que bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous expliquerai ça le 18, mais hein, quand on réutilise des eaux conventionnelles, non conventionnelles, il faut s'assurer qu'on maîtrise les risques. Donc il faut présenter un plan de maîtrise des risques. Et le fait d'utiliser au rinçage final de l'eau potable, était une réponse à la maîtrise des risques. Donc, on a quand même pu les utiliser sur des rinçages intermédiaires, sur la constitution, par exemple, de la solution de soude de départ. Voilà. Donc, on est content de nous parce qu'on a réussi à recycler des volumes assez importants. Pour ce qui est alors, nous, on a aussi au niveau de l'IAV, on a un projet dans le sud-ouest à Gaillac qui s'appelle Vino, là, qui a été mis en place notamment avec la nouvelle réglementation sur l'utilisation des eaux non conventionnelles de 2024. Là, on cherche à utiliser des eaux de steppe également pour incorporer dans les étapes d'hygiène au chai, sur le nettoyage des cuves, le détartrage par exemple. Toujours avec une dernière étape avec de l'eau potable, hein. Donc là aussi, le projet est parti. On a fait des premiers essais il y a un mois. On y retourne au mois de janvier pour continuer à essayer d'optimiser un petit peu tout ce qu'on a mis en place. Alors, c'est quand même un peu l'usine à gaz, hein, parce qu'il faut, dans le cadre de la réutilisation de ces eaux-là, sachez qu'il faut présenter un dossier à la préfecture, hein. Bon, on n'en a pas parlé, mais c'est important, un dossier avec le plan de maîtrise des risques, quelle eau non conventionnelle on va utiliser pour quoi faire, voilà, comment on vérifie qu'il n'y a pas d'impact sur le vin, ça c'est une chose, mais surtout sur le consommateur. C'est ça l'essentiel, hein, les risques sanitaires. Et voilà, donc c'est quand même assez imposant, assez compliqué, assez long. Mais pour nous, c'est le projet de Gaia qui est un démonstrateur, se veut être un projet démonstrateur pour la filière. C'est le premier dans la filière à notre connaissance. Donc voilà, on a tous les interlocuteurs possibles là-bas. Donc c'est intéressant parce qu'on avance tous ensemble. C'est la nouvelle réglementation a encore des points des points d'interrogation qu'on essaie de résoudre tous ensemble au fur et à mesure qu'on avance sur le projet. Alors Merci moi maintenant Pascal. j'avais juste une petite question par rapport à nous on s'est enfin on a voilà on a été devant le fait accompli sur Gaillac. Qu'on n'aura pas les mêmes interlocuteurs si on veut réutiliser des eaux de steppe que si on veut réutiliser les eaux de pluie, par exemple, les eaux pluviales. Hein, c'est des domaines au niveau réglementaire qui concernent des services différents, des personnes différentes. Ça complique un petit peu la chose. Il y a aussi le souhait sur le projet de GAC de réutiliser des eaux de pluie, des eaux pluviales dans un second temps. Donc peut-être te rappeler un petit peu
si c'est pas trop long, la réglementation, ce que permet la réglementation, notamment par rapport à la réutilisation des eaux de pluie ou des eaux pluviales. Ah oui, je peux le rappeler, il y a une circulaire, je cherche la date. Il y a une circulaire qui est passée en 2023, si je dis pas de bêtises, qui autorise de récupérer les eaux de pluie. Ah, non, bon, je ne l'ai pas là. Qui autorise depuis août 2023, si je ne dis pas de bêtises, à utiliser les eaux de pluie pour retraiter uniquement en produits phyto. Ok. Le seul truc sur nous, sur lequel on peut mettre en garde, c'est vraiment, voilà, si votre toit a été traité avec de l'antimousse, ça veut dire qu'on peut avoir des résidus phyto qui peuvent entrer en contact avec d'autres produits que vous allez mettre dans la cuve. Donc avec enfin, voilà, ça peut mettre des risques. Et pour moi, il y a le pH de cette eau qui va être modifié via le produit basé à l'antimousse. Après, si votre toit, vous le laissez tel quel et que vous récupérez l'eau, c'est complètement légal depuis 2023 d'aller traiter, juste faire un traitement phyto avec de l'eau de pluie. Mais c'est tout pour l'instant. Mais on ne peut pas la réutiliser, cette eau, pour aller nettoyer d'autres matériels, quoi, pour l'instant. Mais tu peux aussi la réutiliser pour arroser ta pelouse Oui, oui, voilà. voilà. Ok, L'arrosage des complots, oui, arrosage des complants je comprends. et tu peux aussi. Ok, merci. De rien. Deux autres questions, Manon. Est-ce que le projet étudie aussi la mise en place de process pour diminuer la consommation d'eau, toutes ressources confondues? Via l'évolucompteur, j'ai tendance à dire que oui. Euh, Étudier la mise en place de process, c'est-à-dire Pour diminuer la consommation d'eau, en fait. Ah, La consommation d'eau globale, quoi. oui, oui, oui. Bah, via l'évolucompteur, en fait, le but, c'est déjà de voir combien on en consomme et où est-ce qu'on peut faire des coupes là-dessus. Donc oui, la finalité du projet sera aussi de donner des chiffres clés par action, par grandes actions. Et autre question, pour le traitement donc de ces eaux non conventionnelles, quelles seront les modalités étudiées? Exemple, épuration par décantation et plantes, produits de désinfection ou autres moyens. Là, on n'est pas encore allé là-dessus. On a une réunion à la fin du mois, là, au milieu du mois, pour en rediscuter, mais ça dépendra des entreprises avec lesquelles on va travailler. Voilà. De toute façon, ça va aussi dépendre de ce sur quoi on s'axe, parce que comme c'était expliqué dans le projet, on a différentes typologies d'eau à retraiter. Je reviens juste sur le petit schéma. On va avoir les eaux polluées par des effluents organiques, les eaux polluées par des effluents phyto. À l'heure actuelle, on sait retraiter globalement, enfin les industriels, pas moi, savent globalement retraiter tout type d'eau. Ce qui va être impactant ensuite, c'est le coût que ça va générer. Parfois, ça ne vaut pas le coup d'aller retraiter ces types d'eau. En revanche, il y a déjà des entreprises qui le font, d'épurer un peu l'eau via de la phytoépuration, donc via des plantes. Donc nous, on se garde la possibilité de le faire. Mais ça veut dire que sur les trois domaines, ça impacte d'avoir des stations de recueil d'eau dans lesquelles on va devoir mettre des plantes, les entretenir, et c'est encore autre chose. Donc c'est pas dire que ça soit. Enfin, on n'a pas encore acté quel process on mettait en place pour les retraitements. Et peut-être en complément, Manon, dire qu'on échange beaucoup aussi avec d'autres acteurs et Oui. d'autres filières qui ont également commencé à travailler sur ces sujets-là et qui ont déjà des premiers résultats de tests ou de démonstrateurs. Donc on va capitaliser bien sûr sur déjà ces résultats et certaines technologies, on sait presque déjà dès à présent qu'économiquement, ce ne serait pas viable en viticulture vu les volumes à traiter. Donc ces procédés-là, on va même pas essayer de les essayer in situ en viticulture. On va tout de suite alors, les écarter, c'est-à-dire qu'ils seront quand même mentionnés dans les livrables puisqu'ils existent, mais avec un aspect viabilité économique qui sera négatif pour la filière. Mhm. Le stockage de l'eau à court, moyen, long terme sera-t-il étudié? Les risques sanitaires. Donc là, Oui. partie vraiment stockage.
Oui, la partie donc oui, complètement. Déjà, on va étudier l'eau quand elle sort, est-ce qu'elle est sale. Le but, retraiter de l'eau et stocker de l'eau retraitée, ça n'a pas d'intérêt à proprement parler, dans le sens où une eau qui stagne, c'est une eau où on va avoir des microalgues, c'est une eau où on va avoir des précipitations par rapport à ce qui est contenu à l'intérieur. Bref, on va perdre la qualité de l'eau. Donc, le but, ça serait de stocker de l'eau sale et de la retraiter au moment où on en a besoin. Donc, ça, c'était ce qu'on avait défini dans le projet avec les industriels qui nous ont accompagnés dans le projet. Et dedans, il y aura effectivement tout un impact sur les risques sanitaires, complètement, oui. Une autre De toute question. façon, Pardon. juste toujours par rapport à ce projet-là, nous, on ne compte pas du tout mettre nos zones non conventionnelles en contact avec tout ce qui peut être au contact de notre raisin en soi-même, enfin en lui-même, quoi. Les mises en bouteille, nettoyage des bennes, nettoyage des machines à vendanger, ça ne touchera pas à l'eau conventionnelle, aux eaux non conventionnelles. Ce sera des eaux conventionnelles, justement. Alors justement, une question qui va enfin, dans la continuité de ce que tu viens de dire sur les passerelles entre les eaux recyclées à la vigne et les eaux recyclées au chai. Vous avez qualifié les eaux de rinçage des bouteilles vides d'organique, mais en quoi ces eaux peuvent-elles être utilisées pour l'arrosage des complants, par exemple? Si oui, sans besoin d'autorisation, question. Et est-ce qu'elles peuvent être stockées pendant quelques semaines ou quelques mois? Donc là, c'est plutôt la question sur la passerelle entre les eaux recyclées au chai qui pourraient être utilisées à la vigne. Alors, enfin, au chai, ça va vraiment dépendre, parce quand on utilise quand même beaucoup de produits de nettoyage dans le chai, donc l'eau juste de nettoyage du chai, non. Par contre, les eaux de rinçage des bouteilles, les eaux des machines à vendanger, les eaux des bennes, généralement, elles ont été en contact enfin, qu'avec des raisins ou un peu de poussière, un peu. Enfin voilà, il n'y a pas grand-chose dedans, donc elles peuvent être directement stockées et je pense qu'il faut faire une demande pour les réutiliser parce que la législation sur l'eau, elle n'est pas encore tout à fait bien définie là-dessus. Euh, mais elles peuvent être stockées. Après, la quantité de temps où elles peuvent être stockées, je ne sais pas du tout. Ça aussi, ça fait partie de ce qu'on va analyser au fur et à mesure du projet. Et en complément, juste sur tous ces aspects juridiques, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de questions justement sur l'aspect réglementaire, et que la réglementation, s'écrit un petit peu au fur et à mesure que la thématique se développe. C'est aussi pour ça que dans le consortium, on a le pôle Aquanova, qui est très au fait justement de ces aspects, réglementaires et juridiques. Et ils sont garants dans le projet d'ailleurs de l'aspect réglementaire et juridique. Voilà. De toute façon, dans le projet, l'objectif, c'est vraiment de recenser tout tout ce qui est possible de faire. Si c'est possible, comment c'est possible, quels sont les dossiers à déposer, est-ce que c'est juste on peut utiliser cette eau comme ça, ou est-ce que faut faire une demande, s'il y a une demande à faire, c'est quel papier, où est-ce qu'on le trouve, à qui on l'envoie, comment on doit l'envoyer. Voilà, tout ça, ça sera référencé à la fin du projet. À l'heure actuelle, par contre, je ne suis pas capable de faire cette liste-là. Alors s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire et peut-être juste en complément, Manon, mais sur le timing du projet, justement, dire que donc le gros du projet va se dérouler, sur l'année, 2026 et la première partie de l'année 2027 et que donc du coup, l'objectif, c'est qu'on puisse communiquer sur les résultats et les livrables en deuxième partie d'année 2027, quand on aura compilé, beh, justement, tous les process et les résultats, des tests